Bonjour à tous, et bienvenue dans ce cours 5.4 de la formation Crypto 301. Dans les chapitres précédents, nous avions vu comment calculer la graine, la clé maîtresse, nous avions vu comment passer d'une paire de clés parents à une paire de clés enfants, mais nous n'avons pas vu comment se structurent toutes ces informations. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Nous allons étudier ce que sont les chemins de dérivation, nous allons voir comment est-ce qu'on note un chemin de dérivation, que représentent les index, et quelles sont les normes de dérivation au sein des différents portefeuilles HD. C'est parti. Maintenant que nous savons dériver des paires de clés enfants à partir d'une paire de clés parents et du code de chaîne, nous allons voir comment s'organise la structure de cet arbre de dérivation au sein d'un portefeuille HD déterministe hiérarchique. Pour rappel, dans les cours précédents, nous avons vu que la base du portefeuille HD était constituée d'une entropie, donc une source de bruit externe, qui nous permet de générer un nombre aléatoire avec la checksum, une phrase mémonique ou phrase de récupération, et éventuellement, optionnellement, une passphrase. À partir de ces deux informations, passphrase, phrase mémonique, on obtient une graine, et à partir de la graine, on peut déterminer une clé maîtresse et un code de chaîne maître qui sont tout en haut de la hiérarchie du portefeuille. Maintenant, on souhaite dériver plusieurs clés enfants, puisque c'est le but du portefeuille HD, et donc on va voir qu'est-ce qui se passe après cette fameuse clé maîtresse. Nous avons vu également dans les cours précédents qu'une clé étendue est une concaténation du code de chaîne et de la clé parent, ce qui nous permet de réaliser une dérivation de paire de clés enfants, et nous avions vu qu'il existe des dérivations normales qui sont effectuées techniquement avec en entrée de la fonction hmac une clé publique parent, et les dérivations renforcées qui sont effectuées avec en entrée de la fonction hmac une clé privée parent. Donc maintenant, voyons comment se structure le portefeuille HD. Donc l'idée, c'est de dériver depuis la clé privée maîtresse et le code de chaîne maître plusieurs couches de profondeur. L'ajout d'une couche de profondeur correspond à chaque fois à une dérivation paire parent vers paire enfant. Donc c'est ce que vous voyez ici sur le schéma. Ici, vous pouvez voir les différentes profondeurs, séparées par les petits traits pointillés. Et à chaque fois, chaque flèche ici, ça désigne une dérivation. Donc par exemple ici, on a une dérivation d'un parent vers un enfant. Ici, cet enfant devient parent et dérive ici un autre enfant. Et plusieurs enfants, puisque ici on voit qu'on a plusieurs paires qui sont sœurs, qui sont sur la même profondeur. Et par exemple, à partir de cette paire, on voit que ici on a dérivé encore deux clés enfants. Donc ces profondeurs, elles sont numérotées à partir de 0. En l'occurrence, la profondeur 0, c'est ce que je vous ai noté ici, c'est celle qui correspond à la clé maîtresse et au code de chaîne maître. Donc, c'est la profondeur que vous voyez là. Ensuite, la profondeur 1, ça va être la profondeur de l'objectif, c'est-à-dire que l'on va effectuer une dérivation parent vers enfant à partir de la clé maîtresse et du code de chaîne maître. Ça va nous donner une clé enfant, ici, et donc cette clé, elle va correspondre à l'objectif. On va indiquer sur son index, c'est ce que vous voyez là, l'objectif, c'est-à-dire le standard qui va être utilisé pour la dérivation. Par exemple, un objectif 84 va respecter le standard BIP 84, c'est-à-dire Segwit V0. Un index 86 sera utilisé pour désigner une dérivation vers une adresse P2TR, Pay to Taproot, donc un standard Segwit V1, etc., etc. Ensuite, la profondeur 2, c'est-à-dire la profondeur suivante, hop, ici on refait une dérivation parent vers enfant, on passe en profondeur 2, donc ici c'est 0, ici c'est 1, ici c'est 2 au niveau des profondeurs. Donc la profondeur 2, c'est celle de la devise, donc ici, cette profondeur, elle va simplement nous permettre de différencier les comptes Bitcoin des comptes des autres crypto-monnaies et des autres devises, éventuellement des autres réseaux. Donc un portefeuille Bitcoin aura ici à cette profondeur l'index 0. Donc il est ainsi attribué à chaque crypto un index unique que l'on retrouve à cette profondeur de portefeuille. Et le but est de conserver une compatibilité entre les différents portefeuilles, notamment pour les portefeuilles dits multi-coin, tout en séparant bien chaque devise. Voilà, donc ici ça va nous permettre de séparer une branche pour Bitcoin. Après, si vous avez un portefeuille multi-coin, on va avoir une branche pour, je sais pas moi, Ethereum, je crois qu'il y a ça qui existe comme autre crypto-monnaie.
et ensuite vous pouvez faire une autre branche pour une autre crypto-monnaie. Bref, c'est pas très intéressant. Si vous avez un portefeuille normal, c'est-à-dire un portefeuille Bitcoin only, vous aurez seulement ici l'index 0 si vous êtes sur le mainnet et l'index 1 si vous êtes sur le testnet. Tout le reste, ce n'est pas forcément très recommandable. Ensuite, nous avons en profondeur 3, ça c'est intéressant, on a la profondeur des comptes ici. Donc ça va être sur un portefeuille évidemment standard qui respecte les recommandations des différents BIP. Donc cette profondeur, elle nous permet de différencier et d'organiser facilement notre portefeuille Bitcoin en différents comptes. Tout simplement. Donc on va avoir le compte 0 ici que vous pouvez voir, donc le premier compte, le compte 1 ici avec le premier index, avec l'index 1, pardon. Ici, le troisième compte avec l'index 2. Et comme ça, on peut différencier différentes branches. Donc, par exemple, on peut dire, à partir d'un même portefeuille, à partir d'une même seed, on peut avoir un compte, je sais pas moi, pour le perso, un compte pour le pro. On peut avoir un autre compte que l'on va utiliser seulement pour un cas spécifique. Par exemple, que l'on peut donner à quelqu'un qui nous envoie souvent des paiements. Et donc, c'est au niveau de ces comptes que l'on va retrouver les fameuses clés étendues telles que vous les connaissez, c'est-à-dire Xpub, Zpub, XPRV, etc., etc. Elles se trouvent à ce niveau, en profondeur 3 du portefeuille. Ensuite, la quatrième profondeur ici, ça va être la profondeur des chaînes. Alors, chaque compte, tel que défini en profondeur 3, disposera de 2 chaînes en profondeur 4. Une chaîne externe et une chaîne interne. C'est ce que je vous ai écrit ici. Donc pour chaque compte ici supérieur, par exemple ici le compte index 1, il a 2 chaînes, interne, externe. Le compte 2 ici, il a également 2 chaînes, externe, interne. Et donc la chaîne externe, elle va nous permettre de dériver des adresses qui sont destinées à être communiquées publiquement, c'est-à-dire tout simplement les adresses que l'on nous propose lorsque l'on clique sur le bouton recevoir, vous savez, sur un logiciel Bitcoin. Ce sont les adresses que l'on va donner à quelqu'un, à une personne qui souhaite nous faire un paiement en Bitcoin. On va lui donner des adresses qui sont issues de la chaîne externe. L'adresse interne, en revanche, elle permet de dériver les adresses destinées à ne pas être échangées publiquement. Donc, c'est-à-dire principalement pour l'utilisateur classique, les adresses utilisées pour le change. Vous savez, quand vous effectuez une transaction Bitcoin, vous avez les inputs, les outputs. Si vous utilisez un input qui est supérieur à ce que vous souhaitez dépenser chez un commerçant, eh bien vous allez avoir un change, c'est-à-dire une monnaie qui revient vers vous. Et cette monnaie, en fait, elle est renvoyée vers une adresse qui vous appartient également, mais vers une autre adresse pour conserver votre confidentialité. Et donc, ces adresses qui permettent de recevoir le change, la monnaie lors d'un paiement, ce sont les adresses internes. Et elles sont sur une chaîne différente, ce que vous voyez là. Donc ainsi, on associe l'index 0 que vous voyez ici à la chaîne externe et l'index 1 à la chaîne interne. Donc pour chaque compte, on a 2 chaînes. La chaîne 0, c'est la chaîne externe, et la chaîne 1, qui est la chaîne interne. Alors, notons tout de même que ce niveau de profondeur 4 est dédié au type de script dans le cas d'un portefeuille multisignature. Vous pouvez notamment regarder le BIP 48 qui vous décrit cela, et dans ce cas, la profondeur des chaînes est décalée d'une profondeur. Donc vous aurez en 4, vous aurez le type de script, et en 5, vous aurez le type de chaîne externe, chaîne interne. Et enfin, du coup, sur un portefeuille classique, c'est-à-dire pas multisig, en profondeur 5, on a nos fameuses adresses de réception. Donc, à partir ici des clés parents qui sont en profondeur chaîne, on va dériver des paires de clés enfants, ici, et à partir de ces paires de clés enfants, on va pouvoir générer une adresse de réception. Et donc là, on a l'adresse avec l'index 0, c'est la première adresse, l'index 1, la deuxième adresse, l'index 2, la troisième adresse, etc., etc., etc. Et comme vous vous rappelez que pour une dérivation normale, on peut dériver jusqu'à, on peut avoir des index jusqu'à 2 puissance 31, eh bien on peut dériver jusqu'à 2 puissance 31 adresses différentes, ce qui correspond à peu près à 2 milliards 147 millions, et je sais plus exactement, mais jusqu'à 2 milliards à peu près d'adresses à partir d'une seule paire de clés par an. Donc, je récapitule ce que l'on vient de dire. Le portefeuille HD est organisé avec différentes profondeurs. Chaque profondeur, pour passer d'une profondeur
à la profondeur suivante, on effectue une dérivation d'une paire de clés parent vers une paire de clés enfant. Pour différencier toutes les paires de clés enfants sur un même étage, c'est-à-dire sur une même profondeur, on utilise l'index, c'est ce que nous avons déjà vu dans le cours précédent. Donc la profondeur 0, c'est celle qui est associée à celle de la clé maîtresse. Rappelez-vous, la clé maîtresse est calculée à partir de la graine, c'est la première paire de clés du portefeuille HD, celle qui se trouve tout en haut de la hiérarchie. La profondeur 1 est celle qui est associée à l'objectif, pour donner l'indication vers quel objectif est-ce que l'on souhaite aller. Donc est-ce qu'on utilise un standard Legacy, BIP44, est-ce qu'on utilise un standard Segwit V0 avec 84, avec BIP84, est-ce qu'on utilise un standard Taproot avec BIP86, etc. Ensuite, en profondeur 2, on a la devise, c'est-à-dire on va différencier les branches utilisées pour Bitcoin des branches utilisées pour d'autres cryptos ou pour du Bitcoin testnet. Ensuite, en profondeur 3, on a les comptes. C'est ici que l'on va retrouver nos fameuses XPub, XPRV qui nous permettent d'organiser notre portefeuille en différents comptes qui seront complètement séparés, qui auront en commun simplement la clé parent qui avait été utilisée pour les dérivés. En profondeur 4, on a les chaînes externes internes, donc chaîne externe pour dériver des adresses de réception à donner à quelqu'un, et chaîne interne utilisée au sein de notre logiciel que l'on ne donne pas à un autre utilisateur et qui nous permettent de recevoir notre change, notre monnaie. Et enfin, en profondeur 5, on va retrouver nos fameuses adresses de réception que l'on va étudier plus en détail dans le chapitre 6. Notamment, dans le chapitre 6, on va voir comment est-ce que l'on passe des clés enfants, ici que vous voyez, clés publiques, clés privées et code de chaîne, à une adresse de réception, comme vous la connaissez, BC1Q, etc., etc. Donc, maintenant que nous savons en détail ce que représente chaque profondeur du portefeuille HD, étudions plus en détail la notation des chemins de dérivation. Donc c'est ce que vous voyez sur le schéma ici, hein, m/84'/0', qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors déjà, à quoi ça sert un chemin de dérivation? Eh bien, un chemin de dérivation tel que noté ici, une notation de chemin de dérivation, ça va vous permettre d'identifier quelque chose. Voilà. Par exemple, si vous souhaitez identifier c'est une XPub qui se trouve ici, eh bien vous allez noter son chemin de dérivation, et à partir de la clé maîtresse, on pourra tracer notre chemin de dérivation, tac tac tac, à partir des index qui sont notés ici, on pourra revenir sur la XPub qui est indiquée. Pareil pour une adresse, ici, si on souhaite désigner cette adresse, eh bien on va noter son chemin de dérivation que vous voyez juste en dessous là, m/84, etc., etc. Et donc à partir de l'information clé maîtresse, on pourra savoir comment revenir facilement à cette adresse en utilisant les index dans les dérivations avec la fonction hmac, etc., comme on a vu précédemment. Pour noter un chemin de dérivation, chaque niveau de profondeur sera séparé d'une barre oblique. Donc c'est ce que vous voyez là, la barre oblique. Et chaque nombre utilisé entre les barres obliques indique l'index de la paire de clés qui est utilisée. Et vous pouvez voir également que ces index, parfois ils n'ont pas d'apostrophe, comme ici, et parfois ils ont une apostrophe, comme vous voyez là. Eh bien l'apostrophe, je vous en ai parlé rapidement avant, ça indique tout simplement une dérivation renforcée pour arriver à cet objectif. Par exemple, si l'on souhaite indiquer une XPub qui se trouve ici, donc vous voyez que cette XPub elle dispose de l'index 0', eh bien qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour passer de cette paire de clés que vous voyez là à la paire de clés que l'on indique, ou la XPub, eh bien on a utilisé dans la fonction hmac SHA-512 l'index 0', et on a fait une dérivation renforcée, c'est-à-dire que l'on a mis en entrée la clé privée parent, et pas la clé publique. Ici, si on désigne cette chaîne externe, on voit que son index c'est 0, donc on voit que l'on n'a pas d'apostrophe sur ce 0. Cela veut dire que l'on a utilisé en entrée de la fonction hmac pour passer de cette paire de clés ici, parent, à notre paire de clés enfant indiquée que l'on étudie. En entrée, on a utilisé la clé publique parent, donc la clé verte que vous voyez là, avec l'index 0, tout simplement. Alors, en réalité, lorsque vous voyez un index dans un chemin de dérivation, si vous voyez un nombre sans apostrophe, c'est exactement la valeur de l'index utilisé dans la fonction hmac. En revanche, si vous voyez comme ici, là vous voyez le 44 apostrophe, si vous voyez un apostrophe
avec le nombre, eh bien dans ce cas, ce n'est pas le réel index qui est utilisé. Le réel index sera 44 plus 2 puissance 31. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, une dérivation normale se fait avec les index de 0 à 2 puissance 31 moins 1. Donc, ici, quand vous voyez par exemple l'index 7, cela veut dire qu'on a utilisé le vrai index 7 dans la fonction hmac. En revanche, ici, on voit que l'on a une apostrophe qui indique une dérivation renforcée. Et les dérivations renforcées, on utilise des index de 2 puissance 31 à 2 puissance 32 moins 1. Ce qui fait des chiffres, par exemple, de 2 milliards 147 millions, ce que vous voyez là par exemple. Eh bien, on pourrait pas noter ça sur un chemin de dérivation, parce que ça ferait beaucoup trop long. Donc, au lieu de ça, on commence à compter à partir de 2 puissance 31. Donc, quand on voit par exemple ici un 0 apostrophe, cela indique un index de 2 puissance 31. Cela nous évite de noter 2 milliards, etc., etc. Donc ici, si on revient à notre exemple avec l'index 44 apostrophe, eh bien, le réel index utilisé dans la fonction hmac est 44 plus 2 puissance 31. Donc 44 plus 2 milliards 147 millions 483 648, donc 2 milliards 147 millions 483 692. Ce qui veut dire que pour passer de la clé parent à la clé enfant index 44 prime, on a utilisé en entrée de la fonction hmac comme vu dans le cours précédent, on a concaténé à la clé parent, en l'occurrence à la clé privée parent puisqu'on fait une dérivation renforcée, on a concaténé l'index que vous voyez là. Et dans cet exemple, le format hexadécimal de cet index serait 0x pour indiquer hexadécimal, 8000002C. Voilà. Donc, maintenant que nous savons tout sur les notations de chemin de dérivation, on va faire quelques exercices que vous voyez ici. Donc, on va essayer d'identifier que veut dire ce chemin de dérivation. Qu'est-ce que cela indique? Eh bien, ici, le M, donc, ça correspond à la clé maîtresse. 84 apostrophe, cela indique que l'on suit un objectif, parce que rappelez-vous, ici, c'est l'objectif. Un objectif qui respecte BIP 84, c'est-à-dire que on va avoir une adresse Segwit V0 ou une adresse BC1Q. Ici, le 0 apostrophe indique que l'on est en type de devise sur du Bitcoin. Ici, le 1 apostrophe indique, donc comme on voit ici, c'est la profondeur des comptes, indique que l'on est sur le deuxième compte du portefeuille, puisque le premier compte, c'est avec l'index 0. Ici, vous pouvez voir que on est sur une chaîne externe, donc que l'adresse sera une adresse de réception que l'on pourra communiquer à quelqu'un. Et ici, on voit que c'est l'adresse avec l'index 7, donc la 8e adresse de notre portefeuille. Donc ce chemin de dérivation, vers quoi il va pointer? Eh bien, il va pointer vers une adresse BC1Q, qui est une adresse de réception respectant le BIP 84, Segwit V0, sur le protocole Bitcoin Mainnet et qui fait partie du deuxième compte de ce portefeuille à partir de la chaîne externe. Un autre exemple ici, avec un autre chemin de dérivation. Donc ici toujours M, notre clé maîtresse. Ici on a 86 apostrophes. Donc ça correspond à un objectif Taproot ou un objectif Segwit V1. On voit ici qu'on a toujours 0', donc on est toujours sur Bitcoin. Ici, on voit que l'on a 0', donc on est sur le premier compte du portefeuille. Ici, on voit que l'on a 1 au niveau des chaînes, donc cela veut dire que l'on va dériver une adresse, attention, interne, donc une adresse qui est utilisée pour recevoir du change. Et ici, on voit que l'on est sur l'adresse index 6658, donc cela va être la 6659e adresse correspondant à cette chaîne. Un autre exemple ici avec M44 apostrophe slash 1 apostrophe slash 0 apostrophe slash 0 slash 0. Donc notre clé maîtresse. 44, cela indique que l'on respecte l'objectif BIP 44, c'est-à-dire un standard legacy pour du pay to public key ou du pay to public key hash. Ici on voit que l'on n'est plus sur Bitcoin Mainnet. Attention, on est sur une devise numérotée index 1. Alors en l'occurrence, l'index 1, c'est pour du Bitcoin testnet, donc ça veut dire que l'on est sur un portefeuille testnet.
Ici, on voit que c'est le premier compte du portefeuille et on dérive une adresse externe depuis la chaîne externe et c'est la première adresse que l'on dérive depuis ce portefeuille. Donc voilà plusieurs exemples de chemins de dérivation et ce qu'ils veulent dire. Alors, vous aurez remarqué que l'apostrophe qui indique donc, comme on a vu précédemment, une dérivation renforcée, disparaît à partir de la profondeur 3. Vous voyez ici, on fait que des dérivations renforcées, de la clé maîtresse jusqu'à la profondeur correspondant au compte que vous voyez là, et ensuite à partir de là, on fait que des dérivations normales, sans apostrophe. Eh bien, ça va être grâce à cela que l'on va pouvoir dériver depuis une Xpub des clés publiques pour observer le solde d'un portefeuille ou pour dériver d'autres adresses depuis la Xpub, puisque si on effectuait à partir de la profondeur compte des dérivations encore renforcées, eh bien on ne pourrait pas utiliser la clé publique étendue pour dériver des clés publiques enfants, puisque par définition, la clé publique étendue permet de dériver que des clés publiques normales issues d'une dérivation normale. Donc, on effectue des dérivations renforcées depuis la clé maîtresse jusqu'à la hauteur du compte. Ici, on est en renforcé. Et ici, à partir de la hauteur du compte, on est en normal et en normal jusqu'aux adresses. Donc, je vous ai noté ici pour récapituler comment est-ce que l'on note un chemin de dérivation. Donc ça, c'est sur un portefeuille lambda, hein, pas du multisig, on est sur un portefeuille classique qui respecte les standards, avec une seule signature. Bref, la majorité des portefeuilles utilisés sur Bitcoin. On a en première profondeur la clé maîtresse. Deuxième profondeur, l'objectif, donc c'est une dérivation renforcée. Vous voyez l'apostrophe ici, depuis la clé maîtresse, on dérive de façon renforcée l'objectif qui désigne, si on suit un standard, legacy, Segwit V0, Segwit V1, etc. etc. Le type de devise, donc également dérivation renforcée en profondeur 2, ça permet de nous indiquer si on est sur Bitcoin Mainnet, Bitcoin Testnet, sur Ethereum, sur autre chose. En troisième profondeur de portefeuille, on aura le numéro de compte, ce que vous voyez là, encore en dérivation renforcée depuis la clé parent. Ici, on a les clés étendues, notamment Xpub, que vous connaissez. Ensuite, en dérivation normale, on a la chaîne, qui permet de différencier une chaîne externe d'une chaîne interne. La chaîne externe permet de dériver des adresses que l'on va donner à quelqu'un d'autre, la chaîne interne des adresses de change. Et enfin, l'adresse en profondeur 5 du portefeuille, les adresses, pardon, en profondeur 5 du portefeuille. Voilà. Donc pour conclure ce cours sur la structure du portefeuille HD, sur les chemins de dérivation, on définit plusieurs profondeurs dans un portefeuille HD en fonction des standards qui nous ont été donnés. Pour passer d'une profondeur à une autre, on effectue une dérivation clé parent vers clé enfant, donc soit une dérivation renforcée, dans ce cas sur le chemin, on notera apostrophe, soit une dérivation normale, dans ce cas on notera simplement l'index sur le chemin. On utilise donc des index pour différencier les clés sœurs qui sont en même profondeur. On utilise différentes branches sur le portefeuille HD pour indiquer les différents standards suivis, pour indiquer si on est sur Bitcoin Testnet ou Mainnet, pour indiquer si on est sur une chaîne externe ou interne. Et donc, on note un chemin de dérivation en utilisant l'index de la cible et tous les index des parents qui sont au niveau de l'arbre de dérivation. Donc, c'est la fin de ce chapitre 5 dans lequel nous avons étudié en détail toutes les étapes de dérivation d'un portefeuille déterministe hiérarchique. Dans le chapitre suivant, le dernier chapitre de la formation, le chapitre 6, nous allons nous attarder un peu plus sur les adresses de réception. Donc pour le moment, on a vu comment est-ce qu'on dérivait depuis l'entropie, depuis la source de bruit, les différentes étapes jusqu'aux paires de clés enfants, mais on n'a pas encore vu comment est-ce qu'on passe d'une paire de clés enfants à une adresse de réception. Comment se construit cette adresse de réception, que représente BC1Q, etc., etc. Donc c'est ce que l'on va voir dans le chapitre suivant en détail. On va voir déjà pourquoi est-ce qu'on utilise des adresses de réception alors qu'on pourrait très bien utiliser des clés publiques. On va voir quels sont les avantages d'utilisation de l'adresse de réception. Et enfin, on va étudier toutes les étapes de construction d'une adresse de réception Bitcoin. Donc je vous invite à cliquer tout de suite sur le cours 6.1 et moi je vous dis à tout de suite.